Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour parler de mon setup base de vie pour l'OP CR2, mais c'est juste après ça. Vous avez vu, c'était l'occasion de vous présenter le nouveau jingle de la marque Soyuz Gear. Alors, je ne suis pas en collaboration avec cette marque, c'est comme avec Airsoft Entrepôt. Je suis dans un partenariat, je ne perçois pas de salaire, je ne reçois pas d'argent, je suis libre de mes propos, c'est moi qui choisis dans le catalogue. C'est exactement le même niveau de partenariat qu'avec Airsoft Entrepôt. C'est pour ça que je vous parlerai très peu de prix ou de tarifs. Vous verrez ça directement avec eux. Je ne suis pas commercial et je ne suis le commercial de personne. Bien. Par ailleurs, je les remercie parce que dans mon setup base de vie, et je porte l'un des éléments sur moi, il y a cette smoke de chez Anatactical dont on parlera un petit peu après. Et c'est grâce à eux si j'ai pu l'obtenir dans les délais et la porter sur CR2. Et ça a été un des éléments fondamentaux de ce setup. Voilà la façon dont je vais organiser cette revue. 1. Je vais vous parler de la smoke et pourquoi je l'intègre à cette notion de base de vie. Ensuite, je vais vous parler de mon sac, la façon dont je le constitue, mais rapidement, vous rassurez-vous, je vais pas faire tout un déballage dans le détail de ce que je mets dans quoi, juste ma logique et le type de sac que j'ai choisi. Ensuite, je vais vous parler de la façon dont moi je monte mon sac, parce qu'il y a une petite astuce sur la question, notamment quand on n'a pas des sacs très haut de gamme. Ensuite, j'évoquerai la meilleure façon de gérer les problématiques de froid et d'humidité, avec des petits éléments qui sont sur ma table que vous ne voyez pas à droite là ici, mais que je vous commenterai. Et à la fin, je vous expliquerai la façon dont je gère mon carré de tente, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tente, il y a un ensemble d'éléments qui sont disposés et qui font bien le partage entre le sale et l'humide, et le propre et le sec, d'accord ? Par carré, d'accord ? Le sol de ma tente est parfaitement organisé, et il reste organisé de cette façon-là pendant la totalité de l'OP, et si ça devait durer 15 jours, ça serait pendant 15 jours, et si c'était sur un temps de manœuvre, eh bien ça durerait pendant un temps de manœuvre. Que je défasse mon sac ou que je refasse mon sac, mon carré de tente restera toujours le même, d'accord ? C'est une forme de discipline, pour éviter que, au fur et à mesure que les jours avancent, on soit dans un bazar de saleté, d'humidité et de désorganisation. Alors, on va commencer par la smoke, c'est-à-dire la parka. Pourquoi je vous parle d'une parka comme étant la part base de vie ? Eh bien parce que je mets dans la base de vie tout ce qui est en dehors du jeu. Cette parka, elle est large pour moi, d'accord ? Je l'ai pris large, pourquoi ? Parce que lorsque je retire la doublure, je veux pouvoir porter la membrane au-dessus de mon gear. Si j'étais sur un temps, par exemple, où il était nécessaire de faire une garde, parce qu'à un moment donné, les zones de camp pouvaient être éventuellement des zones attaquables, donc tu peux avoir des temps de garde, d'accord, en plein hiver, éventuellement sous la pluie. Soit tu as une cape de pluie, soit tu as besoin d'une parka. Et cette parka, il faut qu'elle tienne au-dessus de ton gear. Donc ça, c'est une parka qui va en sur-épaisseur au-dessus du gear. Donc elle est une taille et demie au-dessus de ce que je porte naturellement, d'accord ? C'est ce que je mets aussi lorsque je vais être en hiver pour piloter une organisation de jeu, d'accord ? C'est-à-dire être parfaitement à l'aise dans quelque chose de relativement large et dans lequel je vais me sentir bien à l'aise, d'accord ? Et je vais pouvoir avoir en dessous une ceinture, gourde, porte-plaque, un smerch, n'importe quoi, très facilement. Alors, on est sur la marque Anatactical. La smoke classique, c'est 4 poches cargo, 2 poches zip, une zip de biceps et à l'intérieur, une poche revolver. Elle n'est pas donnée, d'accord ? Comme je vous ai dit, je ne parlerai pas d'argent par rapport à ça. Vous verrez si elle vous intéresse avec Soyuz Gear. Je vous mettrai le lien en description au niveau d'Insta. Je dis une 3 en 1 parce qu'on va avoir une doublure, et je vous la montrerai juste après, qui peut se porter seule. Donc vous avez la membrane que vous pouvez porter en parka, vous avez la doublure que vous pouvez porter seule, et l'ensemble des deux, ce qui fait bien du 3 en 1, d'accord ? Ce qui, pour moi, justifie le prix. Si ça n'était pas le cas, je la trouverais vraiment chère, d'accord ? Mais comme c'est du 3 en 1, bon, on se dit, voilà, tu as 3 vêtements pour un, sur le prix, ça justifie. On est évidemment sur de la qualité très importante, une qualité de type militaire. On est sur un tissu excellent en termes de qualité. Une reprise en camo, là j'ai choisi le multicam russe. On est vraiment sur quelque chose de très très agréable. Une capuche large et doublée, vous voyez ce que ça donne ? Voilà, très sympa aussi. Si au niveau du roleplay, vous avez besoin de porter des grades,
Vous avez ici sur les côtés les passants porte-grade. Ici, bon là c'est pas du grade, hein, c'est du passant neutre. Mais on n'a pas toujours ça sur les parkas. Là, c'est intéressant, notamment, je vous dis, pour la question du roleplay. Sinon, moi, je préfère pas porter de grade. J'aime pas trop ça, d'accord? Du 3 en 1, pourquoi? Parce que, et je vous montre tout de suite, la doublure. Voilà. La doublure, on est sur une doublure matelassée. Voilà, c'est pas de la doublure première gamme de base. Je vous disais, là, on est sur du 48 50-3. Donc 48... 50-3, moi je fais 1m80 pour 77-78 kg, vous voyez, je suis plutôt mince, d'accord? Et là, on est une taille à une taille et demie au-dessus, pour vous donner une idée, hein, d'accord? Sinon, vous avez peut-être vos propres repères. Je retire la partie extérieure et je vous montre ce que ça donne avec juste la doublure. Voilà, j'ai retiré la membrane, qui est voilà, à l'extérieur, ici, vous voyez comment elle est sur la partie interne avec ces deux poches, une de ce côté-ci, une de ce côté-là, et on va avoir un espèce de blouson, voilà, avec la capuche toujours, avec une reprise de camo. Alors il y a un petit différentiel dans le camo, avec le doublure que je vous ai montré, qui est très très chaude, mais qui bien sûr n'aura plus de qualité étanche comme la membrane. D'accord? La membrane, on peut la remettre juste comme une simple parka si on a une patrouille à faire ou si on a une garde à faire, par exemple. Ok. Et ça, on peut le mettre voilà, en demi-saison. C'est l'intérêt et c'est pour ça que je vous parle de 3 en 1. D'accord? Ça, c'est vraiment intéressant. On ne s'attarde pas plus sur la parka. La deuxième chose, c'est le sac. Moi, j'avais pris comme option de prendre un gros sac. Je ne savais pas la distance qu'on avait à faire entre la voiture et le camp. Il y avait une centaine de mètres. Donc, j'avais pris un sac unique. J'ai hésité entre le sac de bushcraft, je dis le sac de bushcraft, c'est celui que j'utilise en sac de bushcraft, donc je suis plutôt habituellement sur un 60 litres. Là, je suis parti sur un 90-110. Le 90-110 de chez SSO, réglementaire, hein, il n'y a pas plus gros que ce sac-là. Voilà, sur lequel il est ici. Voilà, le 90-110 de chez SSO, bon là il est totalement informe, hein, sinon j'aurais pas pu le soulever. Et sur lequel, moi je suis venu implémenter, je vous expliquerai pourquoi, une petite besace de type Smerch en multicam, deux poches AK de chaque côté en multicam, une autre besace en EMR en dessous, et une petite poche de type IFAC en dessous, là ici, sachant que on est sur un sac qui va avoir 1, 2, 3 ici, et 4 poches qui font plus de 2 litres sur les côtés, et avec bien sûr une poche de tête classique. L'intérêt de ce type de sac, c'est que à l'intérieur du sac, on a un sous-sac étanche qui fait que les éléments à l'intérieur, si on pose le sac dans la terre et l'humidité régulièrement, l'humidité ne va pas rentrer à l'intérieur et venir se prendre dans le duvet notamment, mais je vous parlerai d'une astuce par rapport à ça. Alors, pourquoi je change et je mets des couleurs différentes sur le sac? Vous pouvez dire que c'est moche, que ceci, que cela. Bon, je le repose parce qu'il est assez lourd. Eh bien, moi ce que je remarque, c'est qu'on monte son sac à la maison, et quand on fait 2 OP par an et qu'on n'a pas l'habitude de monter des sacs, on sait où est-ce qu'on a mis les choses. Et une fois que c'est dans la tente et qu'on est tout écrasé dans la tente et qu'on essaye de trouver les trucs, on ne trouve plus rien. D'accord? Donc moi c'est simple, quand c'est multicam, c'est nourriture. La besace multicam, nourriture. Les poches AK, nourriture. On parle de la nourriture, qu'est-ce que j'avais moi? De la ration militaire armée française. À la maison, j'ai cassé les 2 rations. Ok, j'ai cassé les cartons, j'ai viré tout ce que j'aime pas. D'accord? Et j'ai conservé et regroupé par thème ce que j'emmenais. D'accord? Les conserves ensemble, les chauffes ensemble, tout ce qui est élément de barre énergétique trié, parce que moi, tout ce qui est caféine et tout ça, nougat, collant, machin, je dégage. Tout ce qui est aussi solution soluble à mettre dans l'eau, je dégage, je n'utilise pas. Donc tout ce qui n'a rien à voir avec mon activité, je dégage. Je n'emmène pas les rations tout entières. C'est de la perte d'énergie et de la perte de place. D'accord? Et je vais le mettre dans les parties multicam. Ensuite, dans la besace en EMR, je vais mettre uniquement tout ce qui est sous-vêtements. D'accord? Moi, je ne veux pas chercher mes chaussettes, mon slip et les sous-vêtements, je ne sais pas où, c'est au même endroit et distingué que tout le reste. Ok? Et la poche IFAC, je vais y mettre l'électronique. Les batteries, la power bank, le câblage, ce genre de choses. D'accord? Accessible assez facilement. Ok? Sur les parties extérieures, les 4 poches extérieures, je vais faire des thèmes, d'accord? En bas, je vais mettre ce qui est lourd,
donc les outils, certains liquides spécifiques, des antibuées, une petite bombe d'intervention, silicone, ce genre de choses. Je vais mettre aussi tout ce qui est couteau de bushcraft, couteau de travail, kit de feu, gamelle et ce genre de choses, d'accord? Quand on monte sur les 2 poches de litres supérieures, je vais baisser en poids sur le type de choses que je vais mettre à l'intérieur. Je vais encore une fois pas vous faire le détail, mais je vais avoir du sac poubelle, je vais avoir de la couverture de survie pour dormir, on en reparlera tout à l'heure, ce genre de choses, d'accord? Dans le corps du sac, je vais avoir exclusivement mon tapis, et je vais vous expliquer comment je mets mon tapis à l'intérieur du corps du sac, mon duvet, et au-dessus du duvet, je vais avoir les tenues qui ne correspondent pas au combat. Donc on va avoir les t-shirts, les soupules, les vêtements techniques, les polaires, ce genre de choses. Et tout en haut, je vais avoir tout ce qui est combat shirt, tout ce qui est combat pant, et puis tout ce qui est veste de combat. D'accord? Tout en haut, d'accord? En accès premier. D'accord? Bien. Dans la construction de mon sac, autant que faire se peut, j'essaye de mettre le plus lourd en bas, d'accord, pour que le sac tienne le plus debout possible. On en parlera sur mon carré de tente à la fin. C'est important que le sac tienne debout. Dès qu'il tombe et qu'il part dans l'eau, eh bien, vous mettez en danger l'ensemble de l'intégrité de votre sac. Un sac à dos, ça tient debout. Faut pas hésiter à le tester à la maison. Vous le posez, boum, il tient debout. Et il doit tenir debout, vraiment debout, d'accord? Et justement, la construction du sac, vous prenez votre tapis, ok? Le tapis, vous le roulez au maximum. Si vous avez un sac bas de gamme qui risque de ne pas être étanche, une fois que vous l'avez roulé au maximum, vous le mettez dans un sac poubelle, d'accord? Et une fois que vous avez ce tapis dans un sac poubelle, vous le mettez dans le sac principal de votre sac à dos. Une fois qu'il est dans le sac principal du sac à dos, vous allez dérouler au maximum, d'accord? Au maximum à l'intérieur du sac pour créer un cylindre évidé, d'accord? Vous voyez, comme ça. Un cylindre évidé qui est toujours dans son sac poubelle, que vous imaginez, dans le sac principal du sac à dos. Et à partir de là, ça va vous faire un cône rigide, et dans ce cône rigide, vous allez pouvoir intégrer le duvet. Ok? Donc, le duvet, vous allez le tourner en force et l'enfoncer au fond du cylindre. Donc, vous allez avoir quelque chose de très tendu, de très compact, avec une base très plate et qui va pas être tout tramolo comme ça, puisqu'il y aura ce cylindre, là, ici, qui va se décomprimer à l'intérieur du sac principal. Moi, j'ai pas besoin de le mettre dans un sac poubelle, puisque j'ai un sous-sac à l'intérieur du sac SSO étanche, d'accord? Et en plus, j'ai la paroi renforcée à l'extérieur qui est étanche aussi, d'accord? Mais sinon, si vous n'êtes pas sur votre sac à dos, qu'il est un peu abrasé en dessous et que c'est une OP avec des pauses dans l'eau ou dans la terre ou ce genre de choses, vous avez prévu de laisser votre sac à l'extérieur, voilà, je vous encourage vraiment à protéger l'intérieur de votre sac principal avec un sac poubelle, ok? Donc ça, pensez à ça, c'est vraiment extrêmement intéressant dans la construction du sac. Alors maintenant, on va être sur comment se protéger du froid et de l'humidité. Je repose ça juste une seconde. La protection du froid et de l'humidité, c'est encore une fois un travail en amont. Quand on ne veut pas être en situation extrême, moi je respecte ceux qui disent, voilà, moi je suis dans un délire engagé, volontaire dans le Donbass, et moi je veux vivre avec un minimum de choses, sentir un petit peu un certain nombre de choses. Dans le roleplay, il n'y a pas de problème. Moi, c'était pas mon objet. Je vous l'ai déjà dit, je suis arrivé avec un état de santé approximatif, il fallait que je me ménage au maximum. Donc, première chose, la tente. Quand on achète une tente monomembrane, c'est-à-dire on a une seule toile, genre tente minute, hein, check, voilà. Quand on a une tente minute, premier prix, on est sur une membrane non respirante. Quand on est en été, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que vous aérez, vous laissez la tente ouverte régulièrement, pendant le petit-déj, etc., sauf quand vous partez, la tente est ouverte. Ça respire, et donc, tout ce qui est vapeur de respiration de la nuit, eh bien, on n'a pas de condensation sur les toiles, et ça ne va pas humidifier la totalité de la tente. Là, il y avait une telle humidité, on était à plus de 90% d'humidité dans l'air, on ne pouvait pas ouvrir les tentes. D'accord? Tu ouvrais ta tente, tu sortais de ta tente, tu refermais ta tente. Si tu faisais pas ça, l'intérieur de ta tente était humide. Et je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, quand tout est humide, c'est super désagréable et ça participe
à un état d'inconfort que moi je souhaite pas à titre personnel exploiter même dans un roleplay. Ça m'intéresse pas. Moi dans mon roleplay c'était bien en base de vie et bien en situation de jeu. J'avais envie d'être mal nulle part en fait. C'était confort partout, d'accord? Donc, soit vous avez une tente monoparoi, et je pense que dans ce cas-là, il faut investir un minimum pour réussir à avoir une tente respirante, sinon vous condamnez à être en situation d'humidité. Sinon, et ça va être cher, d'accord? Avoir une tente bivouac, une tente montagne de qualité, bah, ça va être vite assez cher. Soit effectivement, moi je vous recommande plutôt d'avoir une tente classique double membrane. Donc on va avoir le premier corps de tente avec un sol isolant, des toiles, tissu transparente, mais c'est juste en fait une moustiquaire, en fait, hein. Et ensuite, vous allez avoir votre toile étanche. Ouais, machin, Gorky, machin, c'est évident. Non, c'est pas évident. J'ai vu plein de tentes, certaines tentes n'étaient pas bien montées, et je voyais clairement que la tente étanche touchait la toile de moustiquaire. Partout où la toile, où les deux toiles sont en contact, on fait de la condensation. Et on humidifie l'intérieur de la tente. Quand on rentre dans la tente, que ce soit une tente igloo ou une tente chapiteau classique, on doit avoir une circulation d'air à 360 degrés. La plupart du temps, on est sur des tentes igloo, on doit être à 360 degrés. Les seuls endroits où ça touche, en fait, hein, ça va être les zones d'arceaux. S'il y a bien une circulation d'air à 360 degrés, que vous avez bien monté votre tente, et que à chaque fois que vous sortez votre tente, vous fermez les deux toiles, mais surtout la deuxième toile, il n'y aura pas de souci. D'accord ? Il n'y aura pas de souci. Bien, ça c'était la première chose. Avoir une tente qui ne condense pas. Parce que j'ai entendu plein de gens, moi, qui me disaient « Ouais, j'étais dans ma tente, c'était trempé, tout était trempé, il y avait de l'humidité partout, tout était humide. » Non, c'est pas censé être humide. Moi j'étais là-bas avec une vieille tente, la toile extérieure, tout l'enduit intérieur d'imperméabilité peluché partait partout. C'était un truc mais qui doit avoir 20 ans. Je n'avais pas du tout d'humidité dans la tente. D'accord ? Par contre, je ne l'ai jamais aéré, c'est pas nécessaire. J'ai fait en sorte d'avoir un montage en prenant mon temps pour être sûr que c'était cohérent. Bien. Alors, deuxième chose, après l'humidité, le froid. Non, aucune tente ne garde la température du corps. C'est pas possible, d'accord ? La température du corps, elle va être protégée lors du sommeil avec d'abord un travail sur l'isolation par rapport au froid. La première isolation, c'est par rapport au froid du sol. Le sol d'une tente classique n'isole de rien du tout. Il isole de l'humidité, pas du tout du froid. Il n'y a aucune qualité thermique sur une tente de base au niveau du sol. Or, lorsque vous vous couchez avec un duvet ou un sac de couchage, le duvet c'est avec du duvet, le sac de couchage c'est avec du duvet, ou bien avec du matériau synthétique, d'accord ? Lorsque vous vous couchez, la partie au-dessus de vous, si je suis couché sur le dos, va maintenir sa qualité technique, ok ? Puisqu'on va avoir la température du corps qui va se propager dans le duvet ou dans la matière synthétique et qui va créer une partie isolante et chaude, ok, qui va se maintenir contre le corps, une espèce de bulle calorifique, ok. Mais dans le dos, vous écrasez avec votre poids le duvet qui perd ses qualités techniques, et là, on a le froid qui vous rentre dans le dos. Vous arrivez avec le froid qui rentre directement contre les poumons, et vous avez froid, vous vous réveillez, vous vous sentez mal, vous vous mettez sur le côté, vous vous mettez en chien de fusil, ça c'est une position de défense hypothermique, pour protéger vos organes, ça c'est typique. Quand on a besoin de se mettre sur le côté et de se regrouper en chien de fusil, c'est qu'il y a un problème d'isolation et que vous vous mettez en protection, en fait. D'accord ? Bien. Donc, première chose, s'isoler du froid. S'isoler du froid, moi, je prends, et c'est inspiré par nos pratiques de bushcraft, je vais avoir une toile comme celle-ci. Ça a les qualités d'une couverture de survie, voyez. Donc on va mettre la partie argentée vers le sol, la partie kaki vers soi. Je la déplie pas, elle fait 2 mètres par 2 mètres, et elle va recouvrir le sol de la tente, c'est-à-dire la totalité du sol de la tente, d'accord ? Et je ne vais installer ma tente qu'après avoir installé ce deuxième sol. Ce deuxième sol, si vous êtes sur une petite tente, c'est pas grave, ça va remonter sur les côtés, c'est pas grave, ça fera bac, ok, mais ça va être un premier niveau d'isolation par rapport à froid. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième niveau d'isolation, parce qu'il faut savoir que les tapis de fitness, j'en ai vu plein, les tapis pour faire du yoga, ne sont absolument pas autre chose que des apports de confort et d'isolation par rapport au dénivelé, aux cailloux, aux branches et aux petites mottes de terre. Ça a cette utilité-là. Ce tapis, par sa rigidité, est bien plus efficace de ce point de vue-là. Mais en plus, il a des qualités d'isolation thermique que je ne vais pas vous décrire, parce que ça peut être du simple au décuple, mais ça peut monter à plus de 250 €, le simple tapis de sol, mais il va avoir des qualités d'isolation par rapport au froid du sol qui sont
d'autant plus importante que vous mettez le prix. D'accord? Donc, il est rigide, il se déplie, il est fait pour être dans les sacs à dos et selon la façon dont je vous ai montré, d'accord, il est fait pour, ça veut dire qu'il va être assez souple dans ce sens-là, d'accord, mais sur le côté, il va être relativement rigide, d'accord. Donc, choisissez bien votre matelas de sol, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des matelas gonflables spéciaux pour le bushcraft et qui vont valoir je ne sais pas trop combien et qui vont être un peu plus encombrants, je ne sais pas trop quoi, et qui de toute façon vont être très très chers. Donc si vous n'avez pas trop les moyens, prenez-vous plutôt un tapis de sol isolant qui va être déterminant pour ce genre de situation. Même si vous voulez faire du bivouac et même si vous voulez être en situation de voilà, moi je vais me coucher juste par terre à la benne étoile, c'est très très important de s'isoler du sol. La question maintenant du duvet. Vous avez vu, on est sur un duvet qui est de taille relativement importante. Pourquoi? Eh bien parce que moi je fais attention aux températures qui sont référencées au niveau du duvet. D'accord? Parce qu'on va dire le duvet, oui, mon duvet c'est un duvet moins 15 degrés. Non, c'est un duvet moins 15, situation extrême. C'est-à-dire, t'as froid mais tu vas pas mourir. Donc c'est pas bon. D'accord? Ensuite ça va être un duvet moins 10, à peu près normal, moins 5, confort, bien, d'accord? Là, moi, je suis sur un moins 15 extrême, moins 10 normal, moins 5 confort. On m'avait expliqué, là, j'avais regardé la météo, on devait être à 2-3 degrés à peu près les nuits. Donc là, j'étais moins 5 confort, moins 10 classique. J'ai pris une marge, d'accord? Quand on est fatigué, qu'on mange pas trop bien, qu'on n'a jamais le moment où on se réchauffe totalement, moi je prends une marge au niveau du confort. Faites attention sur le choix du duvet. Là, c'était pas un duvet, c'était un sac de couchage synthétique. J'avais pas les moyens de m'acheter un duvet avec des plumes, d'accord? Sur des qualités comme celui-là. Je n'ai pas eu froid à aucun moment. Je n'ai pas eu à me resserrer à un moment donné, jamais, à aucun moment. Alors maintenant, la question du carré de tente et de l'organisation de mon carré de tente. Voilà comment je construis le carré de tente. Quand moi, je rentre dans la tente, je vais être dans d'abord des zones humides et sales, et plus je vais avancer vers le fond de la tente, et plus je vais être sur le sec, le propre et le précieux. D'accord? Comment je m'organise? Quand je rentre dans le carré de tente, sur ma gauche, je vais avoir mes chaussures, je contrôle l'humidité, si elles ne sont pas humides, je les mets dans un sac poubelle pour protéger au niveau saleté, d'accord? Et sinon, s'il y a de l'humidité à l'intérieur, 2 petites boules de papier journal, ça permet de récupérer toute l'humidité pendant la nuit. Et je vais avoir, à côté, l'ensemble des fringues bien pliées, d'accord? Qui peuvent avoir de l'humidité et de la boue sur le côté gauche de la tente, d'accord? Posé sur un sac poubelle, toujours, ou dans un sac poubelle, si vraiment c'est une dinguerie en termes de mouillé et de boue. Sur ma droite, toujours zone sale, le gear, globalement le gear, d'accord? Gear, réplique, le bazar de jeu sur ma droite. Sur le côté droit, je vais avancer et je vais avoir mon sac à dos à la verticale dans lequel il ne va rester que les fringues sèches qui ne sont pas des fringues de jeu, d'accord? Puis ensuite, on va avoir le carré nourriture, où je vais avoir classé toute ma nourriture en fonction de ce que ça représente et par repas pour pouvoir m'en saisir très très facilement. Puis ensuite, je vais avoir mon carré sanitaire avec la brosse à dents, le dentifrice, la petite savonnette, tout ce qui est petite serviette microfibre. Donc j'ai plein de petites choses en miniature spécifiques pour le bushcraft, ok. Et je vais avoir tout au bout le carré médical. Moi, j'y suis allé en situation médicale tendue, d'accord? Donc, j'avais besoin d'accéder à une pharmacie très rapide, avec des médicaments que je pouvais prendre en plein milieu de la nuit si je faisais une crise de migraine violente, avec une petite bouteille d'eau, un petit verre, tout ce qu'il fallait, etc., à cet endroit-là, d'accord? Et ensuite, sur les pattes gauche, après la zone mouillée au niveau de mes fringues, le couchage. À la tête du couchage, je vais avoir de nouveau une petite organisation avec les lumières, donc toujours 2 lumières. Là, ma lumière rouge pour pas gêner tout le monde en passant des faisceaux lumineux comme ça en gênant tout le monde. Donc une petite frontale, en plus de la lumière rouge, parce que si on a un problème avec une lumière avec la nuit, on est obligé d'aller fouiller dans le sac ou je sais pas où, c'est pas possible. Et je vais avoir le petit carré sommeil, c'est-à-dire les boules qui anti-pelleteuses, encore une fois, qui ne sont pas forcément efficaces quand on est vraiment sur une pelleteuse redoutable. Donc les boules qui des petites choses comme ça. Et puis le carré électronique, c'est-à-dire la power bank, le câble de recharge, les écouteurs, le téléphone portable, des piles de rechange, ce genre de choses. Un carré électronique, d'accord? Le carré que je viens de vous décrire, il ne change pas pendant 3, 5, 8, 10,
15 jours, rien ne change. Le matin, je refais ma couchette au carré, il n'y a pas le duvet qui part en travers, qui part dans les parties sales, qui recouvre le sanitaire, qui part... Non, tout reste pareil. Si on prenait des photos en lapse time, vous voyez, vous verrez que la bouffe va diminuer, ok, et que les éléments peuvent bouger un petit peu, mais il y a toujours le même carré de tente. Moi, je fais en sorte d'être dans une situation de discipline qui me permet d'évoluer de manière correcte. Alors, en toute honnêteté, nous avions un barnum, parce qu'on avait besoin de se réunir, de discuter tout un tas de choses dans des conditions adéquates, et de s'isoler aussi dans des conditions thermiques et hygrométriques qui étaient désagréables. Ouais, ça permettait de se poser, en plus on a rencontré tout un tas de gens qui sont venus là, mais ça ne change rien. S'il n'y avait pas eu le barnum, j'aurais eu exactement la même organisation. Dans le barnum, il restait par exemple les répliques, parce que elles étaient là. À un moment donné, on a posé un peu de gear parce que c'était plus facile, mais ça n'aurait rien changé à l'organisation de ma tente. Attention, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis simplement que c'est ça que moi, je fais. Ok, bien, on va pas aller au-delà, c'est déjà relativement long comme revue. J'espère vous avoir donné quelques trucs et quelques astuces. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous y répondrai très facilement. N'hésitez pas non plus à donner vos trucs et vos astuces à vous, parce qu'on est dans un espace participatif. Je suis pas là pour donner la leçon, d'accord? Je suis là pour qu'on partage tous et qu'on puisse vraiment progresser tous ensemble. Moi, je suis preneur de tous les trucs de tout le monde pour m'améliorer à titre personnel. Encore une fois, je remercie l'équipe de Soyuz Gear qui continue là à m'envoyer du matériel que je vous présenterai bientôt. Voilà, il y aura tout un tas de choses que je vous présenterai, notamment une revue sur les Warbelt, le Hana Tactical M2 pour le porte-plaque. Il y a tout un tas de petites choses que je vais vous présenter. Mais d'ici là, j'espère qu'on se reverra sur les terrains, puisqu'on aura très bientôt une partie. On devrait aller sur le terrain Dynamite. Voilà, je vous donnerai la date et vous pourrez la suivre sur les réseaux sociaux. Et on organisera aussi en avril une partie sur le terrain de la FBA, sur laquelle j'espère que je vous retrouverai très nombreux. N'oubliez pas que après la sécurité, nous pratiquons un loisir, donc faut se faire plaisir, donc on se prend pas la tête. Par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.